Bien, bonjour à tous. On va démarrer, hein. Désolé pour les quelques minutes de retard. On a laissé le temps à un maximum de monde de nous rejoindre. Vous êtes une dizaine. On va essayer d'en profiter pour. Bonjour Sophie. D'en profiter pour faire quelque chose de plus interactif que d'habitude, que sur une grosse assistance. Voilà, donc on est ensemble pour une petite heure pour évoquer la conversion, un sujet assez vaste, je pense qu'auquel vous êtes tous confrontés dans votre vie de e-commerçant ou d'aspirant e-commerçant. Déjà, est-ce qu'au niveau du son, c'est OK pour tout le monde? On a fait le test tout à l'heure, mais voilà, m'assurer que vous entendiez bien, qu'il n'y ait pas de problème de connexion. N'hésitez pas à me le dire. Sur les aspects pratiques, la présentation, elle vous sera remise en fin de webinaire. Voilà, parce qu'effectivement, il y aura certainement des choses sur lesquelles on passera plus vite. Et puis, j'aimerais bien qu'on garde un petit peu de temps aussi pour vos questions-réponses. Le son est bon, et c'est parfait, on va pouvoir continuer. Je vais d'abord me présenter. Je suis Grégory Palaillé, je représente l'agence Up My Biz. Et donc, nous sommes une agence de conseil et d'accompagnement e-commerce. Ça veut dire qu'on intervient à la fois sur des phases de lancement, avec des assistances à maîtrise d'ouvrage pour des gens qui souhaitent se lancer, soit avec des entreprises existantes, soit des entrepreneurs qui veulent se mettre au e-commerce. Donc, on les aide à construire leur cahier des charges et à définir un petit peu leur site pour qu'ils justement ils transforment bien, mais aussi construire une stratégie d'acquisition adaptée à leur cible, adaptée à leur marché par rapport à la position concurrentielle qui y réside, puisque vous avez bien constaté qu'aujourd'hui toutes les niches étaient bien occupées. Mais c'est pas pour ça que ça vaut pas le coup de se lancer, en particulier pour les marques et les boîtes qui ont des présences physiques. Donc on fait ça, et puis derrière on ne se contente pas de faire du conseil et de la recommandation et des audits. On fait de l'accompagnement, c'est ce qui fait que on travaille beaucoup notamment avec WheezyShop. On est assez complémentaire justement avec cette plateforme parce que on a affaire à des gens qui ne veulent pas tout de suite staffer des traffic managers, des responsables e-commerce. Nous, on est une équipe d'une dizaine de personnes, on a des compétences assez variées. Et donc, on aide concrètement les e-commerçants soit à eux-mêmes monter en compétences en interne, soit à piloter leurs prestataires, parce qu'ils n'en ont pas toujours le temps, soit nous-mêmes à mener un certain nombre de campagnes tests, que ce soit sur les comparateurs, les places de marché, AdWords, ou même travailler leur animation commerciale, comme on va en parler aujourd'hui. Voilà, on va rentrer un petit peu dans le sujet, mais vous n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur le chat en parallèle. Alors, je vois que Barbara me dit qu'il y a un petit souci, mais ça a l'air d'être OK maintenant. Voilà, alors on va parler de conversion et tout de suite vous dire que quand on parle conversion aujourd'hui dans les blogs, on lit beaucoup de choses sur l'ergonomie des sites. Vous avez déjà trouvé beaucoup de choses là-dessus. Et moi aujourd'hui, c'est pas forcément là-dessus que je voulais intervenir. Évidemment qu'on va en parler dans les généralités, mais je voulais pas forcément en parler pour deux raisons. D'abord, parce que je pense que vous êtes une majorité de e-commerçants sur WheezyShop. Et WheezyShop, il se trouve que c'est une plateforme mutualisée et que ils font plein d'efforts régulièrement pour améliorer leur outil. Ce qui fait que nous, quand on l'utilise, c'est assez souvent optimisé déjà pour la conversion. Je parle vraiment, en tout cas, en termes, je dirais, de fonctionnalité, de design, le tunnel de commande, des choses comme ça, on a assez peu à y toucher. Alors que, effectivement, sur d'autres solutions, des PrestaShop, des Magento ou des solutions spécifiques, parfois, il faut un petit peu mettre le nez dedans et aller détecter les grains de sable, voir les gros points de blocage qui posent problème. Et c'est assez grave pour le e-commerçant de temps en temps parce que ça veut dire que des fois, il va investir dans du trafic, il va acheter du trafic à Google, par exemple, ou à Facebook, et ça va mal convertir pour X raisons, et derrière, il va perdre de l'argent. Donc, déjà, avec WheezyShop, là-dessus, vous avez déjà fait toute une part du chemin. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'effectivement, nous, on prend un petit peu, comme vous l'avez compris, une vision assez globale des choses. On est assez orienté marketing, et on est assez orienté notamment
offre. Donc du coup, tout simplement, on aime bien revenir à la définition de la formule du taux de conversion. Je pense que vous la connaissez toutes, hein, tous et toutes, c'est le nombre d'achats sur le nombre de visiteurs. Et en fait, on constate que cette formule, on se focalise que sur un des 3 paramètres qu'elle détermine, qui est justement l'aspect conversion. Et on oublie en fait, je vais vous montrer rapidement ce à quoi je pense, mais on oublie les 2 autres paramètres dans cette formule. Hein, donc client sur visiteur, on oublie que les clients, tout simplement, ils achètent si l'offre est intéressante. Donc non seulement il faut que l'offre soit compétitive en termes de prix, que les produits soient sympa, up-to-date, répondre à un vrai besoin. Et aussi, très souvent, il y a une offre compétitive, mais elle est mal valorisée. C'est-à-dire quand vous avez des avantages concurrentiels, ça ne ressort pas sur le site. Et on a plein d'exemples comme ça où en fait il faut faire un travail de c'est quoi votre promesse par rapport aux autres. Et vous voyez qu'en fait ça c'est pas du tout un problème d'ergonomie, c'est vraiment un problème plus de contenu et d'agencement de vos messages. On y viendra un petit peu plus tard, mais souvent on a tendance à trop mettre d'éléments sur les pages pour se rassurer. C'est pas du tout une bonne idée parce qu'on finit par plus rien voir du tout. C'est un peu le sapin de Noël. Donc le premier travail à faire, qui est un petit peu douloureux, nos clients sont un peu déstabilisés quand on leur fait ça, c'est qu'on élague. On prend une machette et on enlève des choses qui ne sont pas indispensables, qui ne font pas la différence par rapport à vos concurrents. Ça peut être aussi dans les services, hein, ça peut être une livraison meilleure que les autres, ou une ancienneté, enfin plein de choses, mais en gros, voilà, c'est quoi votre promesse, c'est quoi votre différence par rapport, par rapport aux autres, c'est quoi ce sur quoi vous allez vous engager. Donc ça, c'est ce paramètre-là. Mais il ne faut pas oublier un autre point, le 3e paramètre du taux de conversion, qui est la qualification du visiteur. Parce que vous voyez bien que sur cette formule mathématique, si on a beaucoup de visiteurs pas concernés par ce que vous allez vendre, il va y avoir un souci, ça va dégrader votre taux de conversion. Hein, si vous vendez des pneus et que vous allez chercher des gens qui cherchent des fleurs, il va y avoir un problème, même si vous avez le site le plus beau, le plus ergonomique du monde en face. Hein. Donc vous voyez bien que ça aussi, ça fait partie des réflexes qu'il faut que vous ayez sur l'analyse de votre conversion. Ne vous limitez pas à l'ergonomie. Donc souvent on se dit, oulala, il faut que je lance des tests AB. Mais non, commencez aussi par vous interroger sur ces aspects, on va dire, merchandising et quels sont les visiteurs que vous allez capter. Alors je vois qu'il y a un petit souci de connexion. Est-ce que c'est le cas de tout le monde ou juste de Ray qui apparemment a un petit souci. N'hésitez pas à me le signaler s'il faut. Bon, ça a l'air d'être bon pour les autres. Alors, voilà, donc par rapport à tout ça, un programme un petit peu copieux pour le temps qui nous est alloué. Mais l'idée, c'est justement, comme vous le voyez dans ce programme, de ne pas forcément passer trop de temps sur l'aspect ergonomie pure. Vous trouverez plein de webinaires, plein de blogs qui vous parlent de ça, à part sur cette partie 6 où on parlera un peu plus du UX, parce que ça, c'est quand même vachement important, et se soucier de qui sont ces visiteurs, de se mettre à leur place, de mettre des vrais morceaux de clients dans votre site, ça sera toujours utile, et même pour vos campagnes. On essaiera donc du coup, vous voyez, d'aborder pas mal de choses qui sont plutôt de l'ordre de l'animation, je dirais du côté, tout ce que vous avez en gros à votre portée sans forcément faire du développement technique. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à faire. Après, on prendra un petit exemple de site qui est un de nos clients et d'autres exemples sur lesquels on a bossé pour passer après à vos questions, puisque la présentation de l'agence, elle est déjà faite. Alors voilà, bon du coup, j'espère que ça va pour tous jusqu'ici. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des problèmes de jargon. Et une fois de plus, je passerai vite sur certaines slides, mais ne vous inquiétez pas, on vous la transmettra après. Alors voilà, donc l'idée, c'est d'avoir à la fois un taux de conversion, ça permettra aussi, en gros, d'améliorer la confiance, l'image de marque, le trajet utilisateur, et vous savez que tout de suite, à trafic égal, ça vous fait 10% de taux de conversion en plus, juste 10% de chiffre d'affaires en plus. Vous allez pouvoir augmenter pas mal de choses grâce à ça. Ce qui est important aussi quand vous... alors là, par contre, on parle plutôt du travail sur l'ergonomie, le web design. Il faut imaginer aussi que ce travail-là, c'est un travail assez récurrent et itératif, mais il faut imaginer que l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'évolutif, justement, hein, notamment pour ceux qui veulent démarrer. L'idée, c'est de penser aussi le design
pour la suite. Si vous voulez agrandir votre catalogue, si vous voulez l'élargir ou offrir de nouveaux services, pensez à ça, parce que souvent on va avoir des problèmes de sites où on a des couches sédimentaires qui sont le reflet de l'évolution du site sur plusieurs années, et c'est pas facile du coup de garder une cohérence. Donc, des fois, il faut essayer de voir en moyen terme, même si c'est pas toujours évident. Alors voilà, un petit peu le côté dont je parlais tout à l'heure, le fameux sapin de Noël, hein, de dire que quand on conçoit un site ou quand on le refait, on est vraiment aujourd'hui, vous le savez, hein, sur des interfaces assez épurées qui laissent de la place au visuel, pour de l'impact, pour de l'immersion dans l'univers de marque. Voilà, donc c'est important de garder ça en tête, même si, notamment pour ceux qui bossent dans des boîtes, c'est assez difficile politiquement de dire à un tel ou un tel, on ne pourra pas forcément te mettre sur la homepage, mais bon, retenez cette petite maxime de Saint-Exupéry, de dire que on a bien fait son boulot, pas quand il n'y a rien à rajouter, mais quand il n'y a rien à enlever. Quand on raisonne à l'envers comme ça, tout de suite, c'est pas évident, c'est pas naturel, mais c'est vachement important. Ça fait partie des choses qui peuvent permettre de réfléchir, et notamment quand il y a des choix à faire. Aussi, ça fait appel à l'UX de dire, de toute façon, c'est pas les gens qui sont autour de la table qui vont acheter, c'est les vrais acheteurs. Donc, le plus tôt vous pouvez donner la parole à vos clients, notamment ceux qui sont en base de données, le mieux c'est, et c'est eux qui vous aideront à faire des choix en particulier sur votre site. Voilà, hein, donc l'UX, on en parle beaucoup. C'est des trucs qui prennent parfois plus de temps, plus de budget, parce que vous allez voir, c'est quelque chose qui demande de faire des petites études qualitatives, quantitatives, de les rencontrer, de faire des focus group peut-être, pour ceux qui veulent aller plus loin, mais on sait que ça paye largement quand on a justement pris ces morceaux de clients et on les a mis dans son site, d'une manière ou d'une autre. Voilà pour l'aspect introductif, j'espère que ça va pour tout le monde, hein. Je vous propose qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, et notamment hein, dans la première partie, c'était la promotion des ventes. Après, on passera à des choses dont vous avez déjà dû entendre parler sur la rassurance, et après des choses qui peuvent aussi être hors site ou dans le site, des réflexes. La promotion des ventes, l'idée, hein, c'est d'avoir quelqu'un qui peut arriver sur votre site en mode, on va dire, shopping, hein, comme vous, quand vous vous baladez un petit peu dans une rue commerçante, vous n'avez pas forcément l'envie d'acheter. Bon, eh ben, il y a quelque chose qui va à la fois vous faire rentrer dans le magasin, ou une fois que vous serez dans le magasin, déclencher votre achat. Donc ça a trait à pas mal d'effets psychologiques, on va dire. Mais retenez un truc, c'est que votre site fait bien son boulot s'il déclenche une action de la part de votre visiteur. Un site qui ne déclenche pas d'action, et c'est pour ça qu'on définit des objectifs dans Analytics, c'est un site qui ne fait pas son job. Donc la homepage, elle va notamment jouer le rôle d'une information, de dire qui vous êtes, de rassurer, et ensuite d'orienter. Une fois, ensuite, il faudra aller un petit peu pousser à chaque fois votre visiteur pour voilà, soit qu'il sélectionne des échantillons, soit qu'il s'intéresse à un produit, un bon plan. Ça peut passer aussi par un jeu. C'est des choses qui fonctionnent bien. Les prix barrés, évidemment, avec différentes façons de le faire. Voilà, c'est vraiment le côté mécanisme, sans tomber forcément, notamment pour ceux qui sont dans le haut de gamme, dans le Cdiscount. Mais c'est important, notamment aussi dans les boutons d'action, d'avoir des choses qui poussent à l'action et à l'avancement dans le site. Alors rapidement, bon, je pense que notamment pour ceux qui ont de l'expérience, vous connaissez la partie cross-selling, en gros, quels articles sont complémentaires avec ceux qui ont été mis en panier, ou alors comment je pousse à l'achat de produits un peu plus chers, hein, c'est aussi ce que fait Amazon, c'est de dire, voilà, une fois de plus, hein, dans ma démarche, de dire je cherche à promouvoir mes ventes, à promouvoir mon chiffre d'affaires, c'est important, un petit peu comme les fameuses piles ou les chewing-gums sur la caisse du supermarché, que vous donniez des occasions d'acheter à tout moment à votre visiteur, mais de manière pas trop agressive non plus. C'est important aussi après achat d'imaginer la suite. Hein, on ne va pas faire aujourd'hui un sujet sur la rentabilité du e-commerce, mais vous savez que c'est très important aujourd'hui, vu les coûts d'acquisition, de faire acheter une deuxième fois les personnes qui sont des nouveaux clients chez vous. Hein, c'est ce qui va déterminer notamment le côté où vous n'aurez peut-être pas
les clics de Google à repayer, il viendra vous voir directement, ou alors il ira chercher quelqu'un de sa communauté pour vous. Donc, vous voyez qu'après achat, un petit produit complémentaire, l'inscription à la newsletter, le remerciement dans tous les cas, c'est important de capitaliser sur cet acte important qui est l'achat. Offsite, ben voilà, hein, je ne vais pas vous faire un exposé sur les campagnes et notamment le côté click to action, mais c'est vachement important, voilà, de faire en gros le parallèle entre ce qui va se passer sur votre site en termes d'animation commerciale. Hein, je vous force, enfin, je vous incite tous à vous doter d'un plan d'animation commerciale sur vos différents canaux, que ce soit votre site, vos réseaux sociaux, votre newsletter et vos différentes campagnes, quelque chose qui ait une cohérence, parce qu'en fait, en gros, il va falloir tenir le même message sur les blogs où vous allez annoncer, par exemple, si vous faites de l'affiliation, et arriver sur votre site. Si il y a un décalage, ça va poser un petit souci à un moment donné, un petit grain de sable. Donc la conversion, c'est aussi ça, c'est tenir le même discours du début à la fin de l'interaction entre vous et la marque, entre vous et l'acheteur final. Voilà, donc ça demande, je dirais, un petit peu d'organisation. Et là aussi, les click to action, tout ce qui est incitation est très important. Après, voilà, hein, des bonnes pratiques pour, une fois de plus, inciter à l'action, soit sur les prix, c'est le côté pastille, hein, qui est vachement important. Vous pouvez en mettre plusieurs couches, c'est-à-dire que non seulement le prix est barré, mais il y a aussi la réduction. Donc vous voyez que là, on ne peut pas vraiment passer à côté du fait que si on achète une de ces montres, on va faire une super bonne affaire inratable, quoi, hein. Hop, il faut tout mettre, et notamment aussi parfois sur certains produits, ça va être intéressant de mettre le prix au kilo ou à l'unité pour que la personne puisse faire un vrai comparatif, hein. Vous savez que les internautes préparent de plus en plus leurs achats sur Internet, font de la comparaison naturellement. Et donc voilà, il faut qu'ils puissent trouver chez vous des éléments de comparaison sans forcément avoir à sortir leur calculatrice. Alors vous pouvez jouer, comme tous les bons commerciaux, sur le temps, hein, le côté anxiogène de si tu ne te dépêches pas, tu vas rater cette super affaire, hein. Ça, c'est quand même un grand classique qui a fait ses preuves. Donc voilà, ça peut être effectivement limité dans le temps. Il faut être bien clair là-dessus. Voilà, là, on voit que sur notamment le deuxième exemple, ça apparaît pas forcément de manière bien claire. Donc je ne vois pas trop l'intérêt. Je pense que là, on passe rapidement à côté du côté temporel des choses. On voit qu'il y a Days, mais bon. Donc ça peut être aussi intéressant dans vos créas sur le site, dans vos sliders par exemple, ou dans vos campagnes à l'extérieur. Alors, maintenant on va passer à quelque chose qui va peut-être plus concerner ce qui se passe sur votre site, hein, puisqu'on a dit qu'on parlait de la conversion aussi sur le site. Donc l'idée des facteurs qui expliquent l'achat, c'est, vous savez, les fameuses landing pages. Hein, c'est important, notamment quand vous faites atterrir depuis une campagne, que la personne n'ait pas tout le travail de défrichage de votre offre à faire. Si moi, je suis intéressé par des chaussures plutôt décontractes, on me fait repartir en homepage et j'ai tous les produits, les jeans, les blousons, et que je dois retrouver le rayon moi-même, ça m'embête un peu, j'ai pas envie de perdre mon temps. Hein, donc positionnez-vous comme si vous étiez dans un magasin le samedi, vous avez une demi-heure pour faire votre shopping. Bon, vous n'avez pas envie de refaire le dédale, donc un internaute qui est venu chez vous par référencement naturel ou autre, avec cette démarche de je cherche une catégorie de produits, faites-le atterrir au bon endroit, ou créez une landing page avec une page plus courte et un accès plus rapide aux ventes. Bon, l'expérience de visite, évidemment, hein, il y a le côté esthétique, divertissant, on en a parlé, stimulation, hein, c'est les sujets qu'on a vus juste avant. Le temps passé sur le site, ça va expliquer aussi l'achat, la façon de présenter les produits, on y reviendra, les offres promotionnelles. Voilà, donc après, on va rentrer plus dans justement la fameuse réassurance, et comment je prouve, notamment à travers le contenu, que je suis un expert sur le sujet, et pas juste quelqu'un qui importe des containers de Chine en faisant des copier-coller de fiches produits. Hein, je me suis approprié les besoins de ma cible, je les ai reformulés, parfois je les ai tournés dans un univers marketing particulier, et surtout, je suis référent sur ce sujet-là, c'est-à-dire que je sais, en gros, tout dire, soit
en direct via chat ou via téléphone, soit dans une fiche produit sur ces produits-là. Bon, je ne vais pas vous la refaire sur les avis consommateurs et les commentaires, ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui complètement incontournable là-dessus. C'est que ce soit toutes les couches d'acheteurs, les chevronnés ou les débutants. Les services associés à la vente, en effet, bon, là, il y a le paiement, la livraison, les modalités. Bon, là, pour faire simple, essayer de, à chaque fois, proposer au moins 2 modes de livraison et 2 modes de paiement. L'avantage avec WheezyShop, pour ceux qui y sont, c'est justement d'avoir quelque chose qui est complètement pré-paramétré. Vous avez pratiquement qu'à cocher des cases pour que ça fonctionne. Hein, les modes de paiement en France, c'est surtout carte bleue, PayPal, on va dire, essentiellement, si vous faites du B2C. Et la livraison, c'est aujourd'hui difficile de passer à côté des points relais. Il faut savoir, je crois que l'année dernière, on a passé les 50%, il y a moins de 50% de personnes qui sont livrées chez eux directement, comme depuis le début du e-commerce, pour des raisons diverses et variées, surtout des raisons pratiques en fait. Hein. On se fait livrer au bureau, on se fait livrer dans un point relais, ou on se fait livrer un petit peu plus tard pour payer moins cher, mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, offrez le plus de choix possible, dans la limite de vos moyens, mais ne mettez pas votre internaute devant le fait accompli, généralement ils détestent ça. Alors voilà, bon, le bon produit, bon client, bon moment, la personnalisation, là vous voyez que il y a le nom qui s'affiche, et puis souvent ce qui est en train de se faire de plus en plus, alors là ça va demander des outils un petit peu poussés, mais c'est que quand justement sur des sites généralistes j'ai choisi plutôt la gamme homme, femme, enfant, quand j'y reviens grâce à mon cookie, eh ben, on va me proposer que les produits qui sont censés m'intéresser. Donc ça, vous imaginez bien qu'en termes de conversion, ça va être hyper efficace d'avoir, en gros, comme si, une fois de plus, hein, si vous étiez en boutique, un vendeur qui vous connaît et qui ne va pas vous refaire tout le rayon de fruits et légumes, qui va vous orienter tout de suite vers ce qui vous intéresse. Voilà, et puis le fameux cross-selling en fonction de l'historique des commandes, une fois de plus, ça sera hyper pertinent. Voilà la fameuse homepage d'Amazon sans ou avec personnalisation. Alors tout n'est pas parfait chez Amazon, hein, notamment vous avez peut-être tous remarqué que parfois ils vous repoussent des produits que vous avez déjà achetés. Ça paraît un petit peu bizarre. Bon, malgré tout, vous voyez que notamment il y a des éléments qui apparaissent hein, une fois que la personne soit est loguée, soit est identifiée via cookie pour être plus efficace. Après, il y a pas mal d'idées à reprendre à droite à gauche là-dessus, en fonction des possibilités de votre plateforme. Alors, le côté rassurance, pardon, là, c'est des choses sur lesquelles vous avez déjà entendu, je pense, pas mal de choses. L'idée, voilà, le côté, le challenge ici, hein, c'est de remplacer le vendeur ou la vendeuse qui n'est pas là à côté de vous et de raconter un petit peu voilà, comment vous faites votre sélection. Alors, très important, est-ce que vous avez des labels, des certificats, des classements évidemment, la sécurisation des paiements, ça reste important, ça paraît une évidence, mais malheureusement, on entend souvent des histoires de piratage et ça effraie un petit peu encore un certain type de clientèle. Très important le côté présence réelle pour ceux qui peuvent l'avoir. Il faut vraiment le mettre en avant, des photos de points de vente. Si vous n'avez pas ça, que le numéro de téléphone en France soit visible et qu'à tout moment de ma commande ou que j'atterrisse, je puisse avoir un contact, ce qui permettra de me rassurer et de dire que justement j'ai rien contre le e-commerce chinois, mais j'achète pas n'importe où et je vais pas recevoir mon produit dans 3 semaines ou il va être bloqué en douane ou etc. Donc vraiment soyez transparent et n'hésitez pas entre guillemets à en faire des tonnes là-dessus pour rassurer les gens. Alors je vois qu'il y a des petits problèmes de son, j'espère que c'est pas le cas de tout le monde. Hop. C'est peut-être de mon côté que ça pose souci, donc je vais couper un certain nombre de choses qui peuvent peut-être manger de la bande passante de mon côté. Voilà, j'espère que ça va s'améliorer. Alors voilà, hein, je vous en parlais, les fameux avis clients, c'est très important. Alors il y a plein de tiers de confiance qui permettent de faire ça, c'est-à-dire en gros de collecter pour vous les avis clients et de les certifier. Hein, parce que là aussi, on sait qu'il y a eu des abus. Donc si on passe par Ecomi, avis vérifié, Trustpilot, on paye un abonnement
Et quelque part, c'est quelqu'un qui s'occupe pour vous et pour l'internaute d'avoir quelque chose de véridique et de complètement qu'on ne remet pas en cause. Et le petit bonus aussi par rapport à ça, c'est quand vous obtenez une note sympa, globale sur votre service, vous allez pouvoir le faire remonter dans vos annonces, notamment dans tout ce qui est AdWords. Vous avez peut-être tous vu une notation de marchand dans une annonce AdWords, et ça c'est grâce notamment à ces services-là. Donc n'hésitez pas, c'est pas forcément très onéreux, et surtout vous construisez petit à petit à chaque achat de la réputation. Et la réputation, c'est aussi la valeur de votre boutique. Alors réactivité commerciale, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire, hein? C'est une fois de plus, vous voyez que je fais beaucoup d'analogies avec le commerce physique, mais c'est bien parce que de temps en temps, on a un peu tendance à oublier en e-commerce qu'on vendait des vrais produits à des vrais gens. Et ça, c'est toujours vertueux de revenir à ces basiques-là. Quand je suis dans la vraie vie, j'essaye de faire attention à ce que font mes concurrents régulièrement. Veille de prix, alors vous allez me dire, c'est très fastidieux, mais là aussi, il existe des outils comme Spy Commerce qui peuvent permettre de vous aider à récupérer ce que font vos concurrents sur les mêmes produits que vous. Vous pouvez paramétrer notamment des alertes. Alors, vous allez me dire, si moi je propose un service supérieur à ses concurrents, c'est normal que je sois supérieur en termes de prix. Je sais que certains aussi augmentent un petit peu leur prix sur place de marché pour amortir les coûts, c'est aussi possible. Maintenant, veillez à ce qu'il y ait au moins une partie de votre gamme qui soit compétitive. Et ça sera peut-être d'ailleurs votre gamme d'appel, mais c'est important à ce niveau-là quand même d'être compétitif à un minimum. Alors, l'offre comparateur sur... je réponds à une question. Si vous pouvez préciser, ouais. Pour la veille de prix, c'est Spy Commerce. Spy Commerce, et c'est ce qui permet de... Mais il y en a plusieurs aussi sur le marché. C'est ce qui permet de faire... de surveiller les prix de ces petits concurrents. Voilà, bon, les opportunités possibles en termes d'élargissement de l'offre, animation commerciale. Alors voilà, ça malheureusement, la journée d'un e-commerçant fait une vingtaine d'heures, donc c'est un peu compliqué si on veut dormir. Et du coup, la veille et l'évolution, c'est des choses sur lesquelles c'est un peu difficile de trouver du temps. Malgré tout, à moyen et long terme, c'est quand même quelque chose d'hyper important pour vous, de regarder à la fois les tendances pour faciliter les ventes et ce que font les autres. Nous, on a coutume avec nos clients de les soulager sur pas mal de choses, toute la partie génération de trafic, on va dire, et puis conversion. Mais malgré tout, il y a des choses qu'on ne saura pas faire. C'est la partie sourcing, logistique, service client. C'est vous qui connaissez le mieux vos produits. C'est vous qui êtes le plus pertinent. Donc là-dessus, en gros, l'idée, c'est de vous dégager un maximum de temps pour que vous soyez les meilleurs là-dessus. C'est ce qui fera la différence. Il y a des agences qui font de la délégation de toute la chaîne. Nous, on a fait le choix de ne pas faire ça et de ne pas faire non plus de développement pour justement être meilleur sur le côté stratégie marketing et génération de trafic et conversion. Voilà, là-dessus, il faut vraiment toujours veiller à ce que vous soyez très réactif. Vis-à-vis des clients, alors là, vous avez tous les exemples aussi sur les boules de neige sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être déjà eu aussi au téléphone certains clients très très mécontents au début qui voulaient venir brûler votre entrepôt. Et puis, au fil de la conversation, puisque vous vous y êtes bien pris, vous avez offert un petit bon d'achat ou vous avez expliqué surtout ce qui s'était passé. Tiens, la personne change un peu d'attitude et même ça finit souvent aussi par ah bah oui, merci. Et en final, vous arrivez à le transformer en ambassadeur, ce client mécontent. C'est vachement important, c'est pour ça qu'on parle de réactivité. Ça paraît un petit peu, ça prend du temps, mais franchement, ça paye souvent. Il y a une technique assez facile à mettre en œuvre aussi, c'est la relance d'abandon de panier. Voilà, ça va être parfois par manque de temps que je vais laisser mon panier vide et derrière, c'est un peu comme le caddie devant la caisse. Il y en a toute une foule. Je crois qu'en e-commerce, c'est un truc comme 60-70% en moyenne. Ça va varier des secteurs, ça va varier du prix du panier évidemment, mais qui sont abandonnés. Donc vous voyez que là, si vous regardez un peu dans l'analytics sous abandon de panier, vous avez, je pense, un gros potentiel de chiffre d'affaires à récupérer.
Et là-dessus, vous pouvez paramétrer des relances par email, tout simplement, à 2 heures ou à J+1, qui dit, voilà, on vous a vendu votre panier, on peut vous offrir quelque chose pour déclencher l'achat, ou juste, si vous sentez qu'il ne faut pas forcément aller jusque-là, faire juste une simple relance. Et vous voyez que là-dessus, vous pouvez récupérer aussi et convertir des gens qui sont venus vous voir à l'origine pour un panier, que vous avez peut-être payé leur clic sur des canaux d'acquisition. Donc là, c'est quand même pas grand-chose de les pousser au bout du plongeoir pour qu'ils puissent terminer ce qu'ils étaient venus faire chez vous. Hein, donc bon, les réseaux sociaux, j'en ai parlé. Et puis, vous allez aussi pouvoir récompenser des clients, notamment quand ils parlent de vous. Hein, là, il y a un partenaire WheezyShop qui s'appelle Spread. Je vais le noter sur le chat. Hop, Spread, ça permet justement d'être en mode je vous incite à parler de nous et vous allez être récompensé si vous partagez sur les réseaux sociaux ou si vous faites une action particulière. C'est assez efficace parce qu'en fait, du coup, on implique ses clients dans sa stratégie et généralement, il joue assez bien le jeu. Voilà, en quête de satisfaction, vous avez pris un petit peu de temps, voilà, c'est donnant-donnant, c'est toujours ça sur Internet. Quand vous demandez par exemple un email pour une newsletter, il faut qu'il y ait une petite contrepartie, je vais pouvoir télécharger un livre blanc. C'est vraiment, retenez le côté donnant-donnant pour que ça puisse fonctionner. Voilà, là pareil, se dire que j'ai détecté que là j'avais une personne qui était intéressée plutôt par ce type de visuel, donc je vais lui envoyer une offre exclusive avec un code promo exclusif pour pas que ce code promo se retrouve partout et que vous perdiez de la marge avec des gens qui n'étaient pas concernés à l'origine. Donc ça c'est aussi important d'avoir des générations de codes promo très ciblées. Voilà, relance de panier abandonné, on en a parlé, effectivement. Vous voyez que là c'était il y a quelques jours sur mon showroom. Et que du coup, moi, si maintenant je me décide à acheter ces superbes chaussures pailletées, je vais pouvoir avoir 10%. Mais là, vous voyez qu'on rejoue sur le côté anxiogène et dépêche-toi des 48 heures. Le code s'autodétruira. Donc vous voyez que ça, c'est assez efficace. Ça fait un petit peu écho au retargeting pour ceux qui en font. Le côté, bon, je suis parti du magasin, mais on me rappelle ce pourquoi j'ai mis en panier ou ce que j'ai visité. Ça veut dire que j'étais quand même un petit peu intéressé. Bon, une petite piqûre de rappel, ça peut faire la différence. Alors l'offre commerciale, malheureusement, c'est parfois quelque chose qui est imaginé au début et un petit peu laissé tomber avec la montée en puissance du site. C'est, j'ai envie de dire, pratiquement l'outil le plus important pour vous. C'est vraiment la colonne vertébrale de toutes vos actions, ce fameux plan d'animation commerciale. Ça vous permet aussi, de manière opérationnelle, de ne pas perdre pied, d'avoir une bonne visibilité, de budgéter les choses. Vous allez construire en fonction des événements de l'année, de votre saisonnalité, évidemment. Vous pouvez construire avec, vous savez, l'outil Google, tendance de mots-clés, qui vous permet de savoir un petit peu la demande en fonction des temps de l'année. Et du coup, construire votre stratégie sur votre gamme, les offres que vous allez construire, les packs, les frais de port offerts, pour avoir régulièrement de la demande. Et quelque chose qui soit aussi, pour les gens qui reviennent vous voir régulièrement, animé. Voilà, ils vont peut-être pas venir acheter la première fois, mais quand ils vont revenir à la deuxième, ils vont se dire, oula, tiens, il se passe des choses sur ce site, c'est bon signe. Donc pour eux, c'est bien, et pour vous, c'est bien aussi pour avoir un chiffre d'affaires le plus stimulé possible et pas juste des pics que vous subissez, quoi. Alors voilà, donc nous, en fait, c'est des choses qu'on fait construire avec, je vous l'ai dit, des événements de l'année, et puis les volumes de recherche. Donc c'est très important de l'avoir, et de l'avoir sur... Alors, on voit strictement rien, mais vous avez compris le principe. C'est quelque chose qui vous permet d'aller sur des durées de 3 à 6 mois, d'avoir de la visibilité, de préparer vos visuels, et de ne pas subir toujours les événements. On va passer au merchandising on-site cette fois. Donc là, on va commencer à toucher un petit peu le côté conversion. Un point très important, qui est tout bête, mais est-ce que vous êtes certain que votre catalogue produit est correctement construit? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? Est-ce que il est construit selon quelle logique? Est-ce que c'est les utilisations? Là, on a
un site qui vend des produits écologiques. Donc là, ça va être en fonction, vous voyez, hein, de l'endroit où je vais utiliser les produits, qui a un classement. Mais il y a aussi un classement selon les éléments. Voilà, donc on mélange un peu les choux et les carottes. Du coup, je vais me poser beaucoup de questions pour visiter ce catalogue-là. Et retenez aussi qu'il y a la façon dont je classe mes éléments, quelle est la logique, hein, mais surtout quelle est la dénomination que je mets dessus. Et là, un petit truc assez facile à mettre en œuvre, je vous incite à aller régulièrement voir les résultats de votre moteur de recherche interne. Je ne sais pas si certains l'ont déjà fait, mais en gros, allez vous intéresser à ce que les gens tapent dans votre moteur de recherche, parce que tout simplement, ça va pouvoir vous donner une indication sur soit ce qu'ils cherchent vraiment, soit ce qu'ils ne trouvent pas dans votre organisation actuelle. Et du coup, il va peut-être y avoir un décalage et notamment peut-être des catégories de produits qui sont un peu enfouies dans votre arborescence, ou alors tout simplement, vous allez vous dire, mais pour moi, c'est évident, sauf que vous allez peut-être utiliser votre jargon interne qui ne parlera pas à vos visiteurs. Une fois de plus, hein, faites-vous violence, plongez-vous régulièrement dans la vie, entre guillemets, et les besoins réels de vos visiteurs, parce que vous allez avoir des surprises. Souvent, il y a des hypothèses qui sont faites et la réalité est assez différente. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit exercice sur le moteur de recherche interne, vous allez avoir des surprises. Alors là, c'est quelque chose qui a été mis en place pour aussi un site qui vend du bio. Et en fait, on a mis en place ce qu'on appelle une carte de chaleur. C'est-à-dire qu'en gros, on voit les zones plus ou moins cliquées sur la page. Et là, on voit tout simplement, il y a des catégories qui sont moins cliquées que d'autres. Donc on se dit, tiens, on va peut-être réorganiser l'arborescence parce que ça, c'est moins cliqué. Et on va peut-être faire remonter quelque chose qui est dans cheveux, qui est beaucoup recherché, au niveau 1. Ça, je pense que ce schéma-là, vous pouvez aussi le trouver dans Google Analytics. Vous pouvez trouver une carte des clics. Alors, mettez-la sur une période assez longue pour que ce soit pertinent. Mais c'est toujours intéressant d'avoir aussi ce type d'enseignement plutôt que de faire des hypothèses soi-même. Je vois le temps qu'avance, je vais accélérer un petit peu pour qu'on ait le temps de se parler après. Très important, voilà, je parlais de la dénomination des catégories, mais alors la dénomination des produits, pareil, hein. On retrouve vraiment parfois des produits qui sont nommés n'importe comment. Et ça, vous imaginez bien que ça pose un gros souci à la fois en termes de conversion, parce qu'on ne comprend pas tout simplement à quoi sert le produit, mais aussi en SEO, en référencement naturel. Parce que c'est aussi à travers ça que vos internautes vont vous trouver. Et vous savez bien que les noms de produits sont des balises très importantes pour votre référencement. Donc là, il faut vraiment que vous réfléchissiez de manière importante à tout ce qui est wording produit. Ça va être aussi vachement important quand vous allez aller sur les comparateurs ou les places de marché. Il va falloir aussi peut-être retravailler ce wording pour que vous soyez bien visible par rapport à ce que font les gens qui sont déjà en place sur les comparateurs ou la façon dont ces comparateurs places de marché eux-mêmes nomment leurs produits. Bon, ça commence à faire pas mal de boulot tout ça, hein. J'espère qu'il y en a qui ne sont pas trop découragés parce que voilà, bon, vous pouvez aussi fonctionner par priorité, mais bon, vous voyez que pour l'instant on ne parle pas trop d'ergonomie pure et déjà sur tout ça, si vous mettez en œuvre ces actions-là, il y aura normalement ça va bouger de votre côté, en tout cas pour ceux qui n'ont pas mis en place un certain nombre de choses. Très important de mettre en avant vos marques, hein, là c'est pareil, hein, une fois de plus on revient dans le bon vieux magasin. Sur la porte du magasin, il y a les marques, distributeurs de. Quand vous êtes un distributeur, faut vous en servir. Pas pour rien que vous leur versez pas mal de sous. Hein, c'est pour pouvoir se servir de ce côté notoriété. Hein, il faut bien l'utiliser, évidemment en référencement naturel, mais aussi dans vos visuels hors site et évidemment sur votre site. Hein, ça peut être en zone latérale, ça peut être en page d'accueil, ça peut être en footer, ça peut être dans le menu principal. À plein d'endroits, il faut qu'on puisse voir que vous êtes distributeur de telle ou telle marque. Alors là, c'est du B2B assez pointu pour les médecins, mais évidemment que si vous êtes distributeur grand public, ça va être important d'avoir de belles marques visibles chez vous. Alors,
Je vais peut-être passer un petit peu rapidement là-dessus sur la partie UX. Voilà, bon là on a un processus qu'on a mis en place avec un client qui voulait faire une refonte et qui voulait bien prendre le temps de préparer sa refonte. Alors du coup, avant d'attaquer ses zonings, ses modèles de page, on lui a fait faire 3 types d'études. C'est le côté benchmark, notamment ce côté ergonomique et fonctionnel, notamment en allant chercher aussi parfois des sites, aller voir aussi des sites qui ne sont pas vraiment complètement dans votre secteur. Sortez un petit peu de votre univers concurrentiel. Ça peut être intéressant de s'inspirer comme ça. Évidemment qu'on a aussi étudié tout son existant avec Analytics. On a un outil de diagnostic assez complet qui nous permet d'avoir des critères et de tout de suite trouver les grains de sable ou les points de blocage. Les cartes de chaleur, j'en ai parlé. Et après, rapidement, je vais vous expliquer aussi ce qui permet justement d'en savoir plus sur qui vient vous visiter, pourquoi, comment, notamment en passant par des enquêtes sur site, des questionnaires emailing. On va pouvoir définir des personnages qui sont un petit peu des cartes d'identité fictives de vos visiteurs. Et ça derrière, ça va vous permettre de mieux comprendre ce qu'ils viennent faire et de mieux organiser votre site en fonction de ça. Pour ceux qui ne sont pas forcément dans la refonte globale, pensez quand même à régulièrement optimiser votre site. On va dire de plus en plus, d'ailleurs c'est la chance que vous avez aussi sur BusyShop, on va être dans de l'amélioration itérative plutôt que tout chambarder, tout mettre à la poubelle. On va être plutôt dans tiens, je détecte des problèmes sur telle ou telle page, ou je sais que là maintenant je vais m'attaquer à tel ou tel chantier. Ça veut dire que en gros, vous pouvez notamment faire des tests AB, c'est assez facile à faire, et notamment retenez que le test AB, c'est pas toujours sur le côté design ou le côté je mets un bouton à gauche, je le passe à droite, je regarde ce que ça donne. Il y a beaucoup d'améliorations obtenues en test AB uniquement sur le contenu, c'est-à-dire uniquement sur le texte que vous allez mettre dans vos pages, comment ça va jouer sur la conversion. N'hésitez pas aussi à faire varier ce genre de choses. Nous, on utilise la solution AB Testy, qui est une solution française assez efficace. On est certifié et quelque part, vous pouvez mettre en place vos variations sur des pages où vous détectez qu'il y a un problème, où il y a beaucoup de contenu. Et là-dessus, sans passer par du développement, vous pouvez déterminer vos variantes et obtenir de bons résultats. Bon, Audit Analytics, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est vrai que déjà, en allant dans vos chiffres, on peut détecter beaucoup de choses. Alors, il y a une montagne de chiffres, ça prend du temps, mais quand on sait où aller pour détecter les soucis, ça va plus vite et parfois on en tire justement des enseignements qui permettent de tout de suite progresser sur la conversion. Ça, c'est la méthode dont je vous parlais, qu'on a développée, qui permet de passer au scan le site et de détecter les problèmes. Et une fois de plus, pour les clients WheezyShop, c'est peut-être moins pertinent puisque l'outil est quand même bien optimisé. Ça sera pertinent plus uniquement sur le contenu, puisque le WheezyShop reste un outil à utiliser. Et parfois, par manque de temps ou par manque d'expérience, vous le configurez parfois de manière imparfaite. Donc c'est quand même important de pouvoir retoucher certaines choses. Voilà, donc le diag ergonomique, vous voyez que ça peut être sur à la fois le côté navigation, le côté menu latéral, comment hiérarchiser les pages. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Évidemment qu'on va se lancer dans ce genre d'études en fonction des enjeux, pas pour se faire plaisir. Donc là, je vous donne un catalogue, mais on n'est pas obligé de toujours tout mettre en œuvre. Un petit truc assez simple à mettre en place, c'est le fameux questionnaire emailing. Le fameux questionnaire emailing qui permet d'aller interroger votre base de données, vos clients, de leur dire en gros, savoir un petit peu comment ils vous perçoivent, qu'est-ce qu'ils attendent de vous, parce que ce que vous voulez savoir, vous, c'est l'écart entre le perçu de votre côté et le réel pour faire évoluer votre site. Peut-être que vous allez vous dire la priorité, c'est de faire évoluer les modes de livraison, et eux, ils attendent complètement autre chose de votre part. Donc là, on peut passer par un outil qui s'appelle Eval & Go, qui est un outil qui vous permet de définir des questionnaires de manière très simple, de les shooter de manière assez facile, d'obtenir les résultats, de les trier, de les synthétiser assez facilement et d'en tirer pas mal d'enseignements. Un outil de plus à utiliser. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est bien joli. Là, je vais obtenir les avis de personnes qui sont dans ma base de données. Bon, donc ça, c'est des gens qui ont déjà acheté chez moi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un effort particulier pour eux?
si on parle de conversion, ils ont déjà converti une fois. Donc ce qui va être aussi intéressant, c'est de pouvoir s'intéresser à des gens qui n'ont pas encore acheté, mais qui sont déjà venus chez vous ou qui viennent chez vous régulièrement. Donc tout ce qu'on va appeler les prospects en fait. Ces gens-là, on peut les capter via l'outil e-perception. Et vous avez peut-être déjà dû le voir, c'est un petit pop-up, un petit layer qui s'affiche en bas à droite de votre écran. Et on va vous demander de répondre à 4 questions. C'est un truc qui s'appelait 4Q avant. Et on va leur demander en gros ce qu'ils sont venus faire sur votre site, quels objectifs ils se sont fixés, d'où ils viennent. Vous allez me dire, ça je peux le trouver sur Analytics, mais là aussi vous allez trouver un décalage entre le quantitatif et le déclaratif. Est-ce qu'ils ont réussi à atteindre leur objectif et la note qu'ils donnent au site. Donc là aussi, c'est un truc facile à mettre en place. Vous le faites tourner pendant 15 jours. Vous paramétrez pour qu'il n'y ait que 50% de vos visiteurs qui voient ça. Et vous allez avoir des surprises, en tout cas des choses intéressantes à mettre en place sur votre site. Ouais, que ça, c'est des choses qu'on fait nous pratiquement systématiquement quand on démarre une mission avec un client. C'est vraiment pour bien mettre à plat où on en est vis-à-vis de ces gens-là par rapport aux services, aux fonctionnalités que vous proposez. Et les cartes de chaleur, c'est quelque chose qui vous permet de savoir un petit peu où vos visiteurs cliquent ou ne cliquent pas aussi, de se rendre compte qu'il y a un problème. Tiens, ça, j'avais imaginé que c'était cliquable, je vois qu'il y a beaucoup de clics, sauf que c'est pas cliquable. Donc il va falloir que je fasse quelque chose par rapport à ça. Et du coup, vous pouvez utiliser l'outil Crazy Egg, qui est un outil qui peut vous permettre de découvrir des zones d'ombre, et aussi par rapport à des choses que vous imaginiez, d'avoir un certain nombre de retours sur des pages où il y a beaucoup de trafic. Bon, les focus group, je ne vais pas y revenir, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça permet là beaucoup de se confronter vraiment à la réalité et pendant 2 heures de dialoguer, de faire parler de la perception du site, des attentes du site. Et ce qui est intéressant sur un focus group, c'est que vous-même, vous pouvez vous planquer voyez, derrière une glace sans pain pour assister à ce qui se passe et avoir l'expérience vous-même sans que vos visiteurs vous voient ou sachent que vous êtes là de leur service. C'est un truc où on les place dans un contexte complètement neutre et ils se lâchent un peu et parfois on a des bonnes surprises dans un sens ou dans l'autre. Alors, test des données, je ne vais pas en parler, c'est très technique. Donc, A/B Testy, l'outil dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est que vous avez juste un code HTML à mettre sur l'ensemble de vos pages. Sur vos e-shops, il y a la possibilité d'insérer des petits codes JavaScript comme ça partout. Et ensuite, tout se gère chez eux de manière assez indépendante. Donc, vous allez créer vos variantes de pages, vous allez cibler vos tests sur les sources de trafic qui vous intéressent ou des comportements qui vous intéressent. Vraiment, vous pouvez aller de manière très très fine sur le paramétrage de vos tests et ça peut donner de très bons résultats. Pour être un peu pragmatique sur les tests AB, parce que c'est aussi quelque chose de très médiatique là-dessus. Voilà, vous l'avez vu, c'est pas la partie technique qui est la plus compliquée maintenant, c'est plutôt de trouver les bonnes variations. Souvent, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait les tests AB, mais on est un peu déçu des résultats parce que il y a peu de variations en fait entre les pages A, B, C. Et du coup, en fait, ce qui est difficile dans le test AB, c'est de trouver les bonnes variantes. C'est-à-dire que vous voyez que vous avez plein de possibilités. Je vous parlais du contenu, de la couleur, des positions de boutons. Est-ce que je vais raccourcir un certain nombre de choses? Voilà, donc avant de vous lancer là-dedans, réfléchissez bien à vos hypothèses. Sinon, vous risquez malheureusement de perdre du temps. Alors la conception UX, donc orientée utilisateur, c'est bien parce que ça vous permet aussi de mettre en place un certain nombre d'outils qui vous donnent des retours sur plein de choses et pas uniquement l'aspect ergonomique des choses. Ça vous fait mieux connaître vos visiteurs. Ça vous donne des infos utilisateurs utiles pour vos autres actions marketing et ça vous permet aussi de travailler la fidélisation. 2 effets qui se coulent. Alors je vois qu'il ne nous reste pas forcément beaucoup de temps. Je voulais prendre l'exemple d'un site qui n'est pas un site WheezyShop, peut-être bientôt, mais en tout cas c'est un site qui vend de la cosmétique. Alors c'est un petit peu des concurrents de Clarins ou de Caudalie pour ceux qui connaissent. C'est quelque chose qui est fait aux herbes de montagne, un petit peu haut de gamme.
Donc vous voyez qu'en fait, on arrive sur cette home page et que ce qui frappe, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être sur une page d'accueil, mais sur une page catégorie. Hein, donc là, on va un petit peu leur faire réagencer les choses pour qu'ils soient plus immergés dans un univers, hein, parce que bon, on est d'accord pour payer 44 € pour une crème, à condition d'avoir quand même un certain coup de cœur et de s'identifier à ce qui se passe, et vraiment d'avoir voilà, un côté haut de gamme qui ressort. Et là, vous voyez que c'est pas vraiment le cas. Alors le header, ça fait partie aussi des choses très importantes. Hein, je vous parlais de réagencement des choses, des choses parfois très simples. Bah, le header, notamment l'insertion d'un numéro de téléphone, c'est tout bête, mais ça peut permettre de rassurer les internautes. Hein, là-dessus, c'est important évidemment de pouvoir passer d'une langue à l'autre et d'avoir en gros quelque chose qui puisse rapidement, notamment à travers vos logos, la baseline, dire qui vous êtes et vous, quels sont vos avantages par rapport aux autres. Et là, en fait, on voit que c'est un espace qui n'est pas vraiment exploité. C'est un peu dommage. Alors, il y a des éléments qui sont présents dans les pages, alors qui devraient être plutôt dans le footer cette fois, tout en bas de la page, notamment tout ce qui est avis boutique. Ça devrait se situer plutôt en bas. Les réseaux sociaux, voilà, c'est pas forcément pratique que ça prenne de la place à gauche comme ça. Inscription à la newsletter, le contact. Et notamment le footer, il doit pouvoir aussi guider l'internaute en facilitant sa navigation. Hein, notamment là, c'est dommage parce que bon, ça se voit pas, mais le catalogue est présenté de la même manière qu'ici. Profitez du footer si vous voulez redéployer votre arborescence pour peut-être le déployer d'une manière différente, complémentaire, une autre entrée de gamme, une autre sélection de produits pour varier un petit peu l'orientation, varier le guidage des internautes. Voilà, la colonne latérale, généralement, vous savez qu'elle sert plutôt à filtrer ou à donner un certain nombre d'infos pour se repérer. Elle devrait plutôt se situer ailleurs, on en a déjà parlé. Le slideshow, il n'y en a pas. C'est un petit peu dommage. Alors slideshow, attention, hein, ça peut être aussi un peu la tarte à la crème. Peut-être que vous avez des sites où c'est pas forcément indispensable. Là, une fois de plus, il ne faut pas forcément faire comme le voisin et se poser la question du vrai intérêt de votre slideshow. Là, malgré tout, vu l'univers, ça peut être quand même intéressant d'en avoir un. Voilà, donc après, on repart dans des exemples un petit peu de sites qu'on a travaillés. Vous voyez, par exemple, sur la Clusa, ce que je vous disais tout à l'heure, on est vraiment parti dans l'épuration des choses, hein, même si on n'a pas pu aller aussi loin que ce qu'on imaginait. Mais l'idée, c'était notamment à travers vraiment des études préliminaires qui ont vraiment fait ressortir le côté fouillis et millefeuille, d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair sur ce site-là qui fait un gros trafic. Ça, c'est un site de maquillage, alors cette fois plutôt grand public, plutôt entrée de gamme. Hein, donc là, vous voyez notamment que le header s'est enrichi d'éléments de rassurance sur la livraison, notamment les franco de port. On a le moteur de recherche qui est à l'intérieur. Je vous parlais de déclencheurs d'achat, de réactivité commerciale. Vous voyez qu'on en a hein, maintenant des zones par rapport à ça plus visibles pour à la fois déclencher l'achat et orienter dans la visite des différents produits. La fameuse opération sur une certaine période pour motiver à s'intéresser et à vouloir faire une bonne affaire. Vous voyez hein, un petit peu ce qu'on s'est dit. Donc bon, il y a eu tout de suite un effet sur le taux de conversion. On est monté de 2% à 4%, donc c'est quand même pas, c'est pas négligeable. Un autre exemple, un dernier exemple avec de la nutrition sportive, où là aussi l'information ressortait pas très clairement. On est aussi passé d'un monde un petit peu très expert, très pointu, à quelque chose de plus aéré, d'un peu plus rassurant, notamment vous voyez à travers ici ce que je vous disais, Trustpilot, les avis clients qui peuvent permettre de se dire ah oui tiens, c'est quand même un truc qui a convaincu pas mal de monde. Donc on a baissé le taux de rebond entre autres. Voilà, bon rapidement, je ne vais pas en faire des tonnes pour qu'on puisse répondre à vos questions, mais vous l'avez compris, donc nous on est à la fois sur la partie génération de trafic, mais sur la partie optimisation du site marchand, mais pas qu'au niveau ergonomique, hein, vous l'avez vu. L'idée c'est d'être rentable, hein, on a des clients qu'on accompagne depuis plus de 2 ans, donc voilà, on les suit pour qu'ils puissent continuer à externaliser un certain nombre de choses qu'ils n'ont pas le temps de faire, et puis comme je vous le disais, se concentrer sur l'offre, la partie commerciale des choses, la partie bien servir leurs clients, bien les écouter, bien les livrer.
Voilà, donc en gros, on a toujours 3 phases de travail. La partie diagnostic qui est importante, à la fois sur les aspects sites, sur les aspects offres, sur les aspects ROI des leviers. On construit une stratégie qui peut permettre d'avoir une roadmap à 6 mois, 1 an, aussi pour ceux qui se lancent, d'avoir un certain nombre d'outils sur la fidélisation, l'animation commerciale, comme on en a parlé. Restructurer votre base de données, faire des landing pages, et après, voilà, les phases d'accompagnement où on est généralement sur 6 mois, 3 ou 4 consultants qui interviennent sur votre site pour booster le chiffre d'affaires, ou améliorer votre rentabilité, votre taux de conversion, ou les 3 à la fois, c'est encore mieux. C'est ce qui permet de continuer sur la durée. Hein, vous voyez, et puis nous, ce qu'on aime bien par rapport peut-être à d'autres, c'est un peu la démarche d'aujourd'hui, hein, par rapport à d'autres prestataires, c'est transmettre les bonnes pratiques, essayer de partager, essayer de vous former pour que vous montiez en compétences, parce que de toute façon, le e-commerce, vous l'avez vu, hein, c'est super riche, super évolutif, très très sophistiqué. Donc on n'est pas inquiet sur notre capacité à donner toujours monter en puissance. Par contre, vous, plus vite vous maîtrisez, vous voyez, les basiques, par exemple, du merchandising comme aujourd'hui, ou les basiques du référencement naturel, mieux c'est, parce que ça permet à tout le monde de progresser. Et voilà, donc c'est aussi l'aspect pilotage, notamment quand vous avez beaucoup d'intervenants, qui est important. Bon, donc voilà un petit peu l'équipe qui intervient sur différents aspects qui sont importants sur les aspects trafic, les aspects conversion et notamment places de marché. Places de marché qui vont aussi servir par exemple à aller tester l'international. C'est un outil qui est assez sympa pour ça. Et puis des références voilà, qu'on a pu avoir depuis 3 ans. Ou EasyShop ou autres dans différents secteurs. Alors le B2B, hein, c'est un truc qui fonctionne assez bien. C'est moins sexy que tout le reste, mais il y a du beau potentiel pour ceux qui souhaitent se lancer, que vous ayez ou pas un site existant. Et voilà, donc c'est vrai que c'est ce qui est sympa dans le e-commerce, c'est qu'on touche à plein de secteurs et il y a encore plein de choses à faire dans pas mal de domaines. Voilà, 58 minutes, on est pas mal et je vous propose, j'espère que ça vous a intéressé, que c'est pas allé trop vite, que le niveau de compréhension était OK. Je vous propose éventuellement que vous me posiez vos questions sur le chat pour qu'on puisse un petit peu échanger sur ces sujets-là. Pour ceux qui sont peut-être plus pressés, de toute façon, on va vous faire parvenir avec Barbara le support de la présentation. Et voilà, j'espère que vous pourrez au minimum mettre un petit peu en pratique, ne serait-ce que 2 ou 3 conseils, et que ça va vous aider à progresser ou à démarrer. C'est vrai qu'il faut, vous l'avez peut-être senti, ne pas perdre de vue le côté merchandising et besoin du client, pas se laisser noyer par les aspects techniques parfois. Alors voilà, il y aura un replay. Voilà, je ne sais pas s'il y a des aspects que vous voulez reprendre. Il est possible de continuer si vous le souhaitez après en bavardage privé, en clavardage privé. Et n'hésitez pas à nous recontacter si nécessaire pour approfondir tel ou tel sujet. Merci à tous en tout cas. Alors je vois que certains sont en train d'écrire, ça va faire des très grandes phrases là. Je ne sais pas si vous êtes tous lancés là sur les 11 personnes présentes. D'accord. Ça veut dire qu'en gros, si je comprends votre message, alors en fait c'est une question. Ok. On fait les deux. On fait les deux et puis surtout en fait on fait notamment avant le lancement, on le fait pour des gens qui ont besoin d'aller faire financer leur projet. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont aller chercher de l'argent soit chez le banquier ou auprès d'un business angels et ils ont besoin d'un business plan, d'un cahier des charges, d'une stratégie web marketing pour convaincre. Donc on va intervenir en assistance à maîtrise d'ouvrage et après on va les aider aussi à construire leur site parce que souvent ils sont novices et puis on les aide à faire les bons choix au départ parce que malheureusement des fois on tombe sur des gens qui ont claqué des fortunes en AdWords sans savoir trop comment ça marchait. Donc on leur dit attention, on met les choses dans l'ordre, on pose les bases. Donc c'est un peu avant lancement là, le type d'intervention. Pour 6 mois d'existence, pour quelqu'un qui souhaite qui commence à avoir des premiers résultats, qui souhaite accélérer,
Là, ça va être différent. On va lui faire ouvrir des nouveaux leviers de trafic. Et puis, on va aussi s'intéresser à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, qui font que les outils et les campagnes, c'est bien joli, mais tant que sur son site, on n'a pas bien réassuré commercialement, on n'a pas mis les bons déclencheurs d'achat, on n'a pas un plan d'animation commerciale cohérent, ça ne sert à rien d'aller investir ailleurs. Donc, du coup, j'ai envie de vous répondre les deux. Et d'une manière générale, on ne fait pas de la prestation au volume. On va dire que chaque cas est un petit peu unique pour atteindre des objectifs, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce que pour certains, vous connaissiez déjà ces sujets-là? C'est quelque chose que vous comptez mettre en pratique? Bon, je me sens un petit peu seul, là. Personne ne veut parler. Je ne sais pas si ça vous a vraiment intéressé ou pas, j'espère, mais si vous êtes encore connecté, a priori oui. Mais n'hésitez pas à intervenir, hein, on a encore un petit peu de temps là, avec WheezyShop. En tout cas, pour revenir à la question sur le lancement, c'est vrai que justement, pour les gens qui se lancent, nous, on préconise souvent du WheezyShop parce que ça permet d'économiser au départ 10-15 000 euros que vous pouvez investir dans un PrestaShop ou un Magento. De se dire c'est bien pour démarrer, pour tester, vous avez une boutique très propre avec beaucoup de fonctionnalités. Et ces 10 000 ou 15 000 euros, eh ben, vous les investissez dans du marketing. Donc c'est assez intéressant justement pour se laisser la chance de pouvoir démarrer, quoi. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous voulez qu'on revienne? Ou pas forcément? Alors du coup, Barbara, je ne sais pas dans quel délai on envoie le support, mais bon, bah, tant mieux si c'était très clair. C'est des sujets parfois où on a des niveaux de connaissances assez variés entre les gens. Donc bon, j'ai essayé d'être resté au niveau accessible. Voilà, parmi vous, il y en a combien qui ont mis en place un plan d'animation commerciale Oui, c'est sûr que au départ, il y a une période de rodage et c'est important. Alors après, bon, on va dire que tout dépend du niveau de compétence que vous avez, hein. C'est sûr que si vous êtes déjà, on va dire, d'un niveau débrouillé, c'est sûr qu'au départ, on n'est pas forcément pertinent, mais je dirais que le but du jeu aussi, c'est de vous faire gagner du temps sur pas mal de choses parce que on peut prendre en charge un certain nombre d'éléments, que ce soit sur le site ou en génération de trafic, pour vous permettre de vous consacrer sur d'autres choses. Bah, écoutez, si personne n'a d'autres questions, bah, je vous propose de clôturer et si vous souhaitez bah, me recontacter derrière, voilà, je vous mets mon email pour échanger sur ces sujets ou sur d'autres. Voilà, c'était sympa de pouvoir reparler de tous ces sujets, de reposer un petit peu les éléments et puis j'espère surtout que ça vous sera utile à tous dans votre activité de e-commerçant ou de futur e-commerçant. Et voilà, je vous souhaite bonne chance dans vos différents projets. Voilà. Ah, merci. Et puis à bientôt peut-être.